L'histoire de la guerre du Golfe n'est pas seulement une histoire de chars, de missiles et d'armées, c'est aussi l'histoire d'un monde qui, pendant un moment, a senti que l'avenir pourrait être assombri par la fumée du pétrole et les flammes de la guerre. Peut-être vous souvenez-vous de cette peur, allumer la télévision et voir en direct des villes entières bombardées, des villages entiers perdre leurs maisons et des millions de personnes éprouver l'angoisse de ne pas savoir s'il y aurait un lendemain. C'est la blessure, la guerre qui promettait d'être rapide, a laissé de profondes cicatrices qui marquent encore aujourd'hui le Moyen-Orient et le monde. Mais c'est ici aussi que se trouve la réponse. Comprendre cette histoire nous apprend pourquoi elle s'est produite, comment elle a uni des nations qui n'avaient jamais été du même côté, et quelles leçons nous pouvons en tirer pour que l'ambition et la peur ne décide plus jamais du sort des peuples. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi à travers ces jours de feu et d'espoir, car en découvrant l'histoire de la guerre du Golfe, nous comprenons aussi un peu mieux notre propre histoire. Avant de commencer cette histoire fascinante de la guerre du Golfe, je vous invite à participer activement à cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la guerre du Golfe a changé le cours du monde? Écrivez votre opinion ci-dessous, car avec ce simple geste, vous ne partagez pas seulement votre voix, mais vous aiderez également davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à faire connaître cette histoire beaucoup plus loin. Indien, la poudrière du Moyen-Orient. Imaginez une région du monde où le sable du désert cache un trésor inestimable, le pétrole, cet or noir qui, au XXe siècle, est devenu l'élément vital des usines, des armées, des avions et des automobiles aux quatre coins de la planète. Là-bas, au Moyen-Orient, chaque baril de pétrole brut était source d'énergie, et chaque frontière, une étincelle prête à allumer un incendie. Dans les années 1980, l'Irak, dirigé par Saddam Hussein, homme d'une main de fer et d'une ambition débordante, avait mené l'une des guerres les plus longues et les plus sanglantes de la région, la guerre contre l'Iran. 8 années de combat avaient fait plus d'1 million de morts, et le pays s'était lourdement endetté. Saddam, qui se proclamait vainqueur, était en réalité épuisé. Son économie était détruite, son armée épuisée, et les promesses de gloire s'étaient transformées en désespoir. Les voisins, notamment le Koweït et l'Arabie saoudite, qui avaient financé une grande partie de ce conflit, réclamaient désormais leur argent. L'Irak devait des dizaines de milliards de dollars, mais n'avait aucun moyen de les payer. La situation était telle, une cocotte minute. Un pays armé jusqu'aux dents, humilié par les récents sacrifices, et un dirigeant qui refusait d'être perçu comme vaincu. De plus, dans ce contexte tendu, un autre problème se posait, les frontières héritées de la décolonisation. Des lignes tracées sur des cartes par des puissances étrangères qui ignoraient souvent l'histoire et l'identité des peuples. Pour Saddam, le Koweït n'était pas seulement un petit voisin riche, mais un territoire ayant autrefois fait partie de l'Irak sous domination ottomane. Il le considérait comme son droit historique, comme une extension naturelle de son pays. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, le Moyen-Orient était une véritable poudrière. Tensions politiques, rivalités tribales, frontières contestées et au cœur de tout cela, le pétrole. Il a suffi d'une étincelle pour tout déclencher. Et cette étincelle ne tarderait pas à se manifester. 2. La dette et l'ambition de Saddam Hussein. Après 8 ans de guerre contre l'Iran, l'Irak était de nouveau sur pied, mais chancelant. La victoire de Saddam Hussein relevait davantage du mirage que de la réalité. Son pays avait dépensé des fortunes en armes, soldats, missiles et chars. Le prix de cette guerre était énorme. Une dette de plus de 80 milliards de dollars qui étranglait le gouvernement irakien comme un nœud coulant autour de son cou. À qui Saddam devait-il autant d'argent? Principalement à ses propres voisins, le Koweït et l'Arabie saoudite, qui avaient prêté d'énormes sommes d'argent pendant la guerre contre l'Iran, pensant qu'en aidant l'Irak,
il freinait l'avancée de la révolution islamique iranienne. Mais maintenant, la guerre terminée, ces pays voulaient récupérer leur argent et Saddam n'était pas disposé à payer. La tension était aggravée par un autre problème, le prix du pétrole. L'Irak comptait presque exclusivement sur les ventes de brut pour se redresser, mais à ce moment précis, les prix internationaux du pétrole étaient au plus bas. Pourquoi? Parce que le Koweït, propriétaire de vastes réserves, pompait et exportait plus de pétrole que ne le recommandait l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Pour Saddam, c'était un coup de poignard dans le dos. Chaque baril bon marché mis sur le marché par le Koweït réduisait les revenus de l'Irak et par conséquent, sa capacité à reconstruire son pays. Comme si cela ne suffisait pas, Saddam Hussein accusait le Koweït de quelque chose d'encore plus grave, un vol pur et simple de pétrole. Selon lui, le Koweït utilisait une technique appelée forage oblique pour extraire du brut du champ de Rumaïla, un immense gisement pétrolier situé juste à la frontière entre les deux pays. Pour Saddam Hussein, cet acte était intolérable, une provocation justifiant des mesures plus sévères. Mais derrière cette colère se cachait aussi une ambition. Saddam rêvait de faire de l'Irak la grande puissance arabe du Moyen-Orient. Son plan était clair. S'il parvenait à contrôler le pétrole du Koweït et peut-être plus tard celui de l'Arabie saoudite, il aurait sous son contrôle près de la moitié des réserves mondiales de pétrole brut. Imaginez son pouvoir. Il pourrait décider qui s'approvisionnerait, combien cela coûterait, et même défier les puissances occidentales. À l'été 1990, Saddam Hussein se trouvait à la croisée des chemins. Endetté, humilié et voyant des ennemis partout, il commença à considérer le Koweït non pas comme un voisin, mais comme une cible. Pour lui, la solution ne résidait pas dans le paiement de ses dettes, mais dans leur effacement par la conquête. Les tensions au Moyen-Orient montaient comme les températures du désert en plein midi. Et bientôt, les paroles allaient se transformer en actes. 3. L'invasion du Koweït, 2 août 1990. Le petit matin du 2 août 1990 commença comme tous les autres au Koweït. La chaleur du désert était encore palpable dans l'obscurité. Les rues étaient calmes et beaucoup dormaient sans se douter que, dans quelques heures, leur vie allait changer à jamais. À la même heure, des milliers de soldats irakiens étaient déjà en mouvement. Sous les ordres directs de Saddam Hussein, chars, véhicules blindés et troupes d'élite de la garde républicaine franchirent la frontière avec une précision qui semblait avoir été répétée depuis des mois. L'attaque fut dévastatrice. En moins de 2 jours, tout le territoire koweïtien était sous contrôle irakien. Le Koweït, petit émirat d'à peine 2 millions d'habitants et doté d'une armée réduite, n'avait aucune chance de résister à l'une des plus grandes forces armées du Moyen-Orient. La famille royale koweïtienne s'est réfugiée en Arabie saoudite, tandis que le drapeau irakien était hissé dans la capitale, Koweït City. Saddam Hussein a annoncé au monde qu'il ne s'agissait pas d'une invasion, mais plutôt d'une réunification. Selon lui, le Koweït n'était pas un pays indépendant, mais une province historiquement conquise à l'Irak pendant la période coloniale. Par ce discours, il tentait de légitimer ce qui était en réalité une occupation militaire. Mais derrière ce discours se cachait un motif clair, le pétrole. Avec l'annexion du Koweït, Saddam Hussein a pris le contrôle de plus de 20% des réserves mondiales de pétrole brut. Cela lui a conféré un pouvoir considérable. Il pouvait manipuler les prix internationaux et faire pression sur les puissances occidentales dépendantes de cette ressource. L'invasion eut aussi un côté brutal. Des milliers de Koweïtiens furent arrêtés, persécutés ou disparus. Des magasins furent pillés, des bâtiments détruits et la liberté d'une nation entière fut réduite en cendres en quelques heures. Ce que Saddam croyait être une opération rapide et réussie se transforma en une provocation sans précédent pour la communauté internationale. Les images se sont répandues dans le monde entier. Colonnes de chars avançant dans le désert, soldats irakiens occupant ministères et hôtels, familles fuyant avec le peu qu'elles pouvaient emporter.
Le Koweït est devenu le symbole d'une injustice que le monde refusait de tolérer. Ce 2 août restera dans l'histoire comme le jour où Saddam a mis le feu aux poudres. Ce qu'il considérait comme un jeu de pouvoir absolu a en réalité déclenché une réaction mondiale qui allait marquer un avant et un après dans la politique internationale. 4. Le monde réagit avec fureur. L'invasion du Koweït fut si rapide qu'elle laissa la planète entière sous le choc. En moins de 48 heures, un pays indépendant avait disparu de la carte, absorbé par la puissance militaire irakienne. Mais ce que Saddam Hussein imaginait comme une démonstration de force et une manœuvre stratégique pour consolider son leadership régional fut le début d'une tempête mondiale. Les premières voix d'indignation se sont élevées dans le monde arabe. L'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres pays de la région ont immédiatement condamné l'occupation, considérant les actions de Saddam non pas comme un acte de justice historique, mais comme une menace directe pour la stabilité de tout le Moyen-Orient. Si l'Irak avait envahi le Koweït, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de même demain avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis? Très vite, la réaction s'est portée sur la scène internationale. Les Nations unies se sont réunies en urgence. Dans une série de résolutions historiques, le Conseil de sécurité a exigé le retrait immédiat et inconditionnel des troupes irakiennes du Koweït. Face à ce refus, de lourdes sanctions économiques ont été imposées à l'Irak. Ses exportations ont été bloquées, ses avoirs à l'étranger gelés et le commerce avec le régime de Saddam Hussein interdit. Les États-Unis, sous la présidence de George H.W. Bush, ont pris l'initiative de la riposte. Pour Washington, l'enjeu n'était pas seulement la liberté du Koweït, mais l'équilibre énergétique mondial. Le pétrole du Golfe Persique alimentait les économies occidentales, et le laisser aux mains de Saddam était inacceptable. L'Europe s'est également jointe à la condamnation. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et de nombreux autres pays ont soutenu les sanctions et ont commencé à coordonner leurs actions avec Washington. Étonnamment, même l'Union soviétique, alliée traditionnelle de l'Irak ces dernières décennies, s'est jointe à la condamnation, tandis que le nouveau gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev cherchait à tendre la main à l'Occident en pleine perestroïka. Mais la réaction ne se limita pas au discours. Le monde entier comprit que Saddam Hussein ne reculerait pas par de simples paroles. Alors que les sanctions pleuvèrent sur l'Irak, les pays commencèrent à mobiliser troupes, navires et avions vers le golfe Persique. Il était clair que si Saddam ne se retirait pas, la guerre serait inévitable. Dans les rues du monde arabe, l'opinion publique était divisée. Certains voyaient en Saddam un héros, défiant les puissances occidentales, tandis que d'autres le considéraient comme un dictateur dangereux, mettant en danger toute la région. La tension se ressentait à chaque frontière, dans chaque discours, dans chaque titre de journal. La fureur internationale s'est intensifiée comme un incendie incontrôlable. Ce qui semblait jusqu'alors être un conflit entre deux pays voisins allait bientôt se transformer en une confrontation mondiale. Arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Faites-le maintenant et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire de la guerre du Golfe et nous aiderez à garder vivante la mémoire de notre passé ensemble. 5. La formation de la coalition internationale. L'invasion du Koweït a non seulement déclenché la fureur mondiale, mais elle a aussi accompli quelque chose d'apparemment impossible. Unir des pays qui, en temps normal, n'auraient jamais été du même bord. La menace posée par Saddam Hussein était si grande qu'elle a contraint d'anciens rivaux à s'asseoir à la même table. Les États-Unis, sous la direction du président George H.W. Bush, ont été le moteur de cette réponse mondiale. Washington comprenait que les sanctions économiques ne suffisaient pas. Il fallait faire preuve de force, mais pour légitimer une action militaire, ils ne pouvaient agir seuls. Ils avaient besoin d'une large coalition, représentant différentes parties du monde, afin que la défense du Koweït ne soit pas perçue comme un simple intérêt américain,
mais comme une initiative de la communauté internationale. Ainsi s'engagea un processus diplomatique à contre-courant. Et peu à peu, les soutiens commencèrent à arriver. Le Royaume-Uni, dont Margaret Thatcher était encore une figure influente, fut l'un des premiers à se joindre à l'effort. La France, malgré ses relations passées avec l'Irak, s'associa également à la cause. D'autres pays européens suivirent, conscients que la stabilité du pétrole du Golfe était vitale pour leurs économies. Mais le plus surprenant fut la participation des pays arabes. Des pays comme l'Égypte, la Syrie et l'Arabie saoudite offrirent des troupes, des bases militaires et des ressources. Pour beaucoup, il fut choquant de voir des soldats arabes prêts à combattre contre un autre pays arabe. Mais la raison était claire. Si Saddam conservait le Koweït, personne ne pouvait garantir qu'il ne jetterait pas demain son dévolu sur l'Arabie saoudite ou d'autres voisins riches en pétrole. La coalition a finalement réuni plus de 30 pays, constituant l'une des alliances militaires les plus vastes et les plus diversifiées de l'histoire moderne. Elle incluait des acteurs aussi divers que des grandes puissances ou des pays plus modestes, désireux de manifester leur soutien, comme le Canada, l'Italie, le Sénégal, le Pakistan, l'Australie, la Corée du Sud et bien d'autres. Il s'agissait d'une force multinationale sans précédent. L'ampleur du déploiement était stupéfiante. Des centaines de milliers de soldats, des milliers d'avions, de porte-avions, de chars et un arsenal technologique de pointe. Tout cela commença à se concentrer dans le golfe Persique, transformant la région en un gigantesque terrain d'entraînement militaire. Pendant ce temps, Saddam Hussein voyait l'étau se resserrer autour de l'Irak. Il espérait que la coalition se fracturerait, que les différences culturelles, politiques et religieuses finiraient par affaiblir l'unité. Mais la réalité était différente. Plus il défiait le monde, plus la coalition se solidifiait. Ainsi, ce qui avait commencé comme une invasion éclair d'un petit émirat s'est transformé en une confrontation entre l'Irak et l'une des plus grandes alliances militaires que la planète ait connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Le décor était planté. La première phase du plan consistait à protéger l'Arabie saoudite d'une éventuelle attaque. 6. Opération bouclier du désert. Après l'invasion du Koweït, la peur s'est répandue dans tout le golfe Persique et le pays le plus inquiet était, sans aucun doute, l'Arabie saoudite. Avec ses immenses richesses pétrolières et son vaste territoire, elle est immédiatement devenue la prochaine cible logique dans l'esprit de nombreux dirigeants. Si Saddam avait pris le Koweït en quelques heures, qu'est-ce qui l'empêcherait de franchir quelques kilomètres supplémentaires et de déployer ses chars à Riyad, la capitale saoudienne? Les satellites et les renseignements militaires ont confirmé la menace. Des dizaines de divisions irakiennes, équipées de chars et d'artillerie lourde, étaient positionnées tout près de la frontière saoudienne. Le danger était réel. C'est alors que les États-Unis et leurs alliés ont compris qu'ils devaient agir vite avant même de lancer une offensive contre l'Irak. Il leur fallait d'abord protéger l'Arabie saoudite, car si ce pays tombait, l'équilibre pétrolier mondial s'effondrerait comme un château de cartes. Ainsi naquit l'opération Bouclier du désert. En août 1990, quelques jours seulement après l'invasion du Koweït, les premiers avions de transport commencèrent à atterrir sur le sol saoudien. Des milliers de soldats américains, britanniques, français et d'autres troupes de la coalition en descendirent. Les déserts d'Arabie étaient peuplés de tentes, de bases de fortune et de longues files, apparemment interminables, de véhicules militaires. L'ampleur du déploiement était stupéfiante. Plus de 500 000 soldats furent déployés en quelques mois. Ces jeunes hommes, venus d'horizons aussi divers que le Texas, Londres, Le Caire et Dakar, se retrouvèrent soudain sous le même soleil brûlant, prêts à affronter Saddam Hussein. Mais il ne s'agissait pas seulement de défendre un territoire. L'opération avait également une forte symbolique politique. Elle visait à montrer au monde, et en particulier à Saddam Hussein, que l'Arabie saoudite n'était pas seule, que derrière elle se dressait un mur international prêt à résister à toute avancée. C'est pourquoi on l'appelait « bouclier ». C'était littéralement une barrière humaine et technologique contre les ambitions irakiennes. La vie dans les camps n'était pas facile.
Les soldats devaient s'adapter à un climat extrême, où la chaleur diurne pouvait dépasser 7 degrés T et les nuits glaciales. Le sable du désert s'infiltrait partout, bottes, fusils et nourriture. Cependant, chaque jour qui passait, la coalition se renforçait et gagnait en confiance. Saddam Hussein, pour sa part, observait ce spectacle avec dédain, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une démonstration creuse. Mais il commettait une erreur. Ce qui se construisait en Arabie Saoudite n'était pas seulement un bouclier. C'était le prélude à une tempête militaire qui allait bientôt éclater dans toute sa fureur. La guerre n'avait pas encore officiellement commencé, mais le décor était déjà planté. Et tandis que les troupes du monde entier se massaient sous le soleil du désert, Saddam lançait un défi à la planète entière. Saddam Hussein défie le monde. Alors que la coalition internationale levait son bouclier en Arabie Saoudite, Saddam Hussein ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, il se présentait comme un dirigeant provocateur, prêt à affronter non seulement ses voisins, mais aussi les puissances les plus puissantes de la planète. Dans ses discours, diffusés à la télévision irakienne et rediffusés dans de nombreux pays arabes, Saddam se présentait comme le nouveau guerrier arabe, successeur de grandes figures historiques ayant défié l'impérialisme étranger. Toujours vêtu d'un uniforme militaire impeccable et d'une moustache taillée qui devint un symbole de son image, il s'exprimait d'un ton ferme et empreint de fierté. Saddam Hussein tenta de manipuler les émotions du peuple arabe. Il se présenta comme le seul dirigeant à oser affronter les États-Unis, un pays qu'il accusait de vouloir contrôler le pétrole et soumettre le Moyen-Orient à ses intérêts. Il compara même la situation aux anciennes luttes contre le colonialisme européen, cherchant à susciter un sentiment de résistance et d'unité. Mais ces paroles ne se limitaient pas à de simples paroles. Pour défier le monde et diviser la coalition, Saddam Hussein a proféré une menace dangereuse: attaquer Israël. Il savait que s'il obtenait une réponse israélienne, de nombreux pays arabes alliés à la coalition, comme l'Égypte et la Syrie, pourraient se retirer, car la cause cesserait d'être la défense du Koweït pour devenir la défense d'Israël, une exigence difficile à accepter pour les nations arabes. De plus, Saddam a utilisé une autre ruse qui a horrifié le monde. Il a transformé des étrangers en Irak et au Koweït en boucliers humains. Des milliers de citoyens occidentaux ont été retenus contre leur gré et placés dans des installations stratégiques, telles que des centrales électriques et des usines, pour les protéger des bombardements de la coalition. Des images d'hommes, de femmes et même d'enfants occidentaux détenus à Bagdad ont été diffusées aux informations, montrant jusqu'où il était prêt à aller. Loin de montrer sa faiblesse, Saddam apparaissait constamment en public, fumant le cigare, saluant les troupes, visitant les mosquées et se présentant comme un homme sûr de lui. C'était sa façon de faire passer un message. Je ne me rendrai pas, je n'ai pas peur. Mais la réalité était plus complexe. Bien qu'il ait bénéficié de la sympathie de certains secteurs de l'opinion publique arabe, la plupart des gouvernements de la région le considéraient comme un danger. Et tandis qu'il lançait des défis, le temps s'écoulait vers un point de non-retour. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà fixé une date butoir pour le retrait de l'Irak du Koweït. Et Saddam, à chaque mot de défi et chaque menace, fermait de plus en plus la porte à une solution pacifique. Le compte à rebours avant la guerre avait commencé. 8. L'ultimatum de l'ONU. Tandis que Saddam Hussein défiait les caméras à New York, au siège des Nations Unies, l'une des pages les plus décisives de la crise s'écrivait. Le monde entier était las des avertissements ignorés et des discours menaçants. Il était temps de fixer une limite claire et définitive. Le 29 novembre 1990, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 668, un document historique qui contenait un message direct adressé à Saddam. Retirez-vous du Koweït d'ici le 15 janvier 1991, où vous ferez face à la force militaire de la coalition. Cette date limite, cet ultimatum, était la dernière chance d'éviter la guerre. La tension montait de jour en jour, comme si la planète entière retenait son souffle.
À chaque journal télévisé, dans chaque journal, le compte à rebours s'écoulait, marquant les jours, les heures et les minutes restants jusqu'à l'échéance. Le monde observait avec attente. Saddam allait-il céder ou entraîner le Moyen-Orient dans un conflit dévastateur? À Bagdad, le dictateur irakien maintint son ton provocateur. Il parla de résistance, de dignité, de refus de se soumettre à l'impérialisme. Son message était clair. Il ne se retirerait pas du Koweït. Il ordonna même la fortification de la capitale koweïtienne, remplissant les rues de tranchées, de barbelés et de mines, convaincu qu'il transformerait la ville en un second Stalingrad, un lieu impossible à conquérir. Pendant ce temps, la coalition ne perdait pas de temps. Chaque jour, des milliers de soldats supplémentaires arrivaient en Arabie Saoudite. Le désert se transformait en un gigantesque campement militaire, avec des chars alignés comme un océan d'acier et des avions de chasse prêts à intervenir dans des bases de fortune. La logistique était colossale. Des millions de rations alimentaires, des litres d'eau, des tonnes de carburant, tout pour soutenir une armée internationale prête à intervenir dès l'expiration du délai. La population mondiale était partagée entre l'espoir et la peur. Certains pensaient que Saddam changerait d'avis à la dernière minute. D'autres étaient convaincus du contraire et qu'une fois le délai expiré, les missiles commenceraient à tomber. Et minuit arriva le 15 janvier 1991. L'ultimatum expirait. L'Irak ne se retirait pas du Koweït. Le silence de Bagdad fut interprété par le monde comme une provocation définitive. Le sort était scellé. La diplomatie avait épuisé ses dernières cartes. La guerre était imminente. Juste un instant avant de continuer. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Faites-le maintenant et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Avec ce simple geste, non seulement vous soutenez ce travail, mais vous aidez également davantage de personnes à découvrir l'histoire de la guerre du Golfe et nous gardons ensemble la mémoire vivante. 9. La tempête commence. Opération Tempête du désert. Le 17 janvier 1991, 2 jours seulement après l'expiration de l'ultimatum de l'ONU, le silence matinal à Bagdad fut rompu par un grondement assourdissant. Le ciel s'illumina soudain d'éclairs surnaturels. Des missiles et des bombes pleuvaient du ciel. L'opération Tempête du désert venait de commencer. L'une des campagnes aériennes les plus impressionnantes et les plus rapides de l'histoire militaire. En quelques minutes, des centaines d'avions de la coalition, américains, britanniques, français, saoudiens et autres, ont sillonné le ciel avec une précision chirurgicale. Ils ont attaqué radars, centrales électriques, dépôts d'armes, bases militaires, aéroports et centres de communication. Bagdad, jusque-là symbole du pouvoir de Saddam, est devenu une cible d'explosion. Les images ont fait le tour du monde en direct. Pour la première fois dans l'histoire, des millions de personnes ont pu suivre sur leur télévision, presque en temps réel, le déroulement d'une guerre. CNN a diffusé toute la nuit le son des sirènes d'alerte aérienne, les éclairs verts des missiles traçants et les voix des correspondants décrivant la terreur d'une ville attaquée. L'ampleur des bombardements fut considérable. Durant les premières 24 heures, plus de 1000 sorties furent effectuées contre des cibles irakiennes. Dans les jours suivants, ce nombre dépassa les 100 000 opérations aériennes. Des chasseurs F-15, des bombardiers furtifs F-117 qui faisaient leurs débuts au combat et des hélicoptères Apache démontrèrent l'immense supériorité technologique de la coalition. L'objectif était clair: détruire la capacité de combat de l'Irak, et ils y parvenaient. Les défenses aériennes irakiennes étaient puissantes sur le papier, mais inefficaces face à la vague d'attaque. Les radars étaient hors service, les avions irakiens abattus avant leur décollage, et les communications des troupes en première ligne étaient coupées à maintes reprises. Sur le terrain, la population civile vivait dans la terreur à chaque explosion. Nombre d'entre eux se réfugiaient dans des sous-sols improvisés, écoutant le rugissement des avions de chasse qui tournoyaient au-dessus de leur tête. La puissance aérienne de la coalition désarmait non seulement l'armée de Saddam, mais révélait aussi au monde le déséquilibre absolu entre les deux forces.
un Irak appauvri face à la machine militaire la plus avancée de l'époque. Saddam, cependant, refusa de capituler, même au milieu des bombardements. Il apparut à la télévision en uniforme militaire, fumant un cigare et assurant que l'Irak tiendrait bon. Mais la réalité était différente. La tempête venait à peine de commencer, et la suite allait être encore plus dévastatrice. 10 tirs et réponses du Scud. Le ciel irakien brûlait sous les bombardements de la coalition, mais Saddam Hussein avait encore des cartes à jouer. Au milieu de la tempête aérienne, le dictateur décida de contre-attaquer, cherchant non seulement à causer des dommages matériels, mais aussi à briser l'unité de la coalition internationale. Leur arme de prédilection étaient les missiles Scud. Ces projectiles de moyenne portée de fabrication soviétique pouvaient parcourir des centaines de kilomètres et s'abattre sur des villes entières. Ils n'étaient pas précis, mais ils étaient intimidants. Le simple son d'une alarme Scud suffisait à semer la panique. À partir du 17 janvier 1991, l'Irak a commencé à lancer des missiles Scud contre 2 cibles clés, l'Arabie Saoudite et Israël. Les premiers ont touché Riyad et Daran, villes stratégiques pour la coalition. L'objectif était clair, démontrer que Saddam pouvait attaquer même à l'intérieur des territoires où étaient stationnées les armées ennemies. Mais son action la plus dangereuse fut contre Israël. Saddam savait que s'il parvenait à provoquer une riposte israélienne, de nombreux pays arabes, membres de la coalition, comme l'Égypte et la Syrie, pourraient s'en retirer, car la cause cesserait d'être la libération du Koweït pour devenir la défense d'Israël, une position inacceptable pour une grande partie du monde arabe. À Tel Aviv et Haïfa, les sirènes d'alerte aérienne retentissaient. Pour la première fois depuis la guerre du Kippour de 1973, les Israéliens se retrouvaient sous la menace directe de missiles ennemis. Des masques à gaz furent distribués en masse, craignant que Saddam n'utilise des armes chimiques chargées de Scud, ce qui terrifia encore davantage la population. La pression était immense. La société israélienne exigeait une réponse militaire. Cependant, les États-Unis déployèrent une diplomatie frénétique. Washington supplia Israël de ne pas contre-attaquer, l'assurant que la coalition neutraliserait la menace. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles à prendre pour le gouvernement israélien. Subir les attaques sans riposter afin de ne pas briser l'unité internationale. Pendant ce temps, dans le désert saoudien, les États-Unis déployaient l'une de leurs armes défensives les plus avancées, les missiles Patriot. Ces systèmes antimissiles, également d'origine américaine, devinrent le grand espoir d'interception des Scud en plein vol. Bien qu'imparfaits et que plusieurs Scud aient atteint leur cible, les Patriots réussirent à en détruire un grand nombre en plein vol, évitant ainsi une catastrophe majeure. Les images des Scud et des Patriotes sont devenues emblématiques, des colonnes de feu traversant le ciel nocturne, des explosions au-dessus de nos têtes et des citoyens terrés dans leurs abris, priant pour que le prochain missile ne touche pas leur maison. C'était une guerre moderne, diffusée en direct dans le monde entier. Finalement, la stratégie de Saddam Hussein n'a pas fonctionné comme il l'espérait. Les pays arabes sont restés dans la coalition. Et Israël, malgré des pressions internes, a résisté à la tentation de riposter. L'unité internationale est restée intacte et l'offensive contre l'Irak a progressé régulièrement. Mais pendant que les missiles traversaient le ciel, sur terre, Saddam préparait un autre coup sombre qui marquerait la mémoire de l'humanité. Mettre le feu au cœur même du golfe Persique. L'enfer dans le golfe, des puits de pétrole en feu. Lorsque Saddam Hussein comprit qu'il ne pouvait pas arrêter l'offensive de la coalition, il recourut à l'une des tactiques les plus destructrices et désespérées de l'histoire contemporaine. S'il ne parvenait pas à conserver le Koweït, il laisserait au moins derrière lui une blessure béante qui marquerait à jamais le golfe Persique. En février 1991, alors que les forces irakiennes se retiraient du territoire koweïtien, elles reçurent un ordre brutal: incendier les puits de pétrole du pays. Plus de 700 plateformes de forage furent sabotées et transformées en volcans de feu.
De chacune d'elles s'élevaient des colonnes de fumée noire, si denses qu'elles obscurcissaient le ciel comme une nuit perpétuelle. Le spectacle était apocalyptique. Imaginez des kilomètres et des kilomètres de désert ravagés par des flammes atteignant des dizaines de mètres de haut. Le soleil était caché par un nuage toxique qui transformait la journée en une obscurité grise et suffocante. Les animaux mouraient d'empoisonnement, les plantes se flétrissaient et l'air devenait irrespirable. Le Koweït devint un véritable enfer. Le sol était souillé par des rivières de pétrole qui coulaient comme du sang noir. Les températures près des puits en feu étaient si élevées qu'elles faisaient fondre le métal des véhicules et rendaient tout accès impossible. Mais ce ne fut pas seulement une catastrophe environnementale, ce fut aussi un choc psychologique. Saddam voulait envoyer un message clair au monde. Si je ne peux pas contrôler ce pétrole, personne ne le pourra. C'était une forme de punition contre le Koweït et, en même temps, un défi lancé aux puissances qui dépendaient de cette ressource. Il a fallu des mois aux équipes d'urgence internationales pour maîtriser la catastrophe. Des ingénieurs du monde entier sont arrivés au Koweït pour éteindre les puits un par un. Certains ont utilisé des explosifs pour étouffer les flammes, d'autres des machines spécialisées capables de résister à des températures extrêmes. Ce n'est qu'en novembre 1991, bien après la fin de la guerre, que le dernier incendie a été éteint. Les conséquences environnementales furent dévastatrices. Des millions de tonnes de fumée et de suie se sont élevées dans l'atmosphère, polluant l'air et assombrissant le climat de la région. Au sol, des nappes de pétrole ont dévasté de vastes zones du désert. Les images de ces incendies sont devenues un symbole du coût humain et écologique de la guerre du Golfe. Alors que le feu faisait rage au Koweït, la coalition préparait déjà la phase finale de son offensive. La guerre allait bientôt descendre du ciel sur l'arène. L'offensive terrestre était lancée, et elle serait si rapide qu'elle entrerait dans l'histoire. 12. L'offensive terrestre, 100 heures de guerre. Après plus d'un mois de bombardements aériens intenses, l'Irak était affaibli, ses défenses percées et ses troupes épuisées. C'était le moment que la coalition attendait avec impatience, le début de l'offensive terrestre. Le monde entier attendait avec impatience cette étape finale, sachant qu'elle marquerait la fin de la guerre. Le 24 février 1991, juste avant l'aube, l'opération débuta. Venus d'Arabie Saoudite et du désert koweïtien, des milliers de chars, de véhicules blindés et de fantassins avancèrent comme une marée inexorable. Il s'agissait d'un déploiement militaire inédit dans la région, d'interminables colonnes d'acier et d'hommes traversant le désert avec un objectif clair, libérer le Koweït et anéantir les forces irakiennes. La stratégie de la coalition était magistrale. Tandis que certaines divisions attaquaient directement les troupes irakiennes au Koweït, d'autres menaient un vaste mouvement d'encerclement à travers le désert vers l'ouest, surprenant l'ennemi là où il s'y attendait le moins. C'est ce que l'on a appelé le crochet du gauche, du général Norman Schwarzkopf, commandant des forces de la coalition. Les soldats irakiens, qui avaient de passer des semaines sous des bombardements aériens incessants, étaient démoralisés. Nombre d'entre eux n'opposèrent guère de résistance. Ils se rendirent en masse, abandonnant leurs armes et levant les bras. Les images de milliers de prisonniers de guerre épuisés et affamés furent diffusées dans le monde entier, révélant l'immense différence entre les deux armées. Les troupes de la garde républicaine, considérées comme l'élite de l'armée irakienne, tentèrent de résister mais furent rapidement débordées. La supériorité technologique de la coalition était indéniable. Les chars américains M1 Abrams et les chars britanniques Challenger surclassèrent sans difficulté les T-55 et T-72 soviétiques irakiens. Dans les airs, les hélicoptères Apache et les A-10 détruisirent des colonnes entières de véhicules blindés irakiens. En seulement 4 jours, l'opération terrestre atteignit ses objectifs. Le 27 février 1991, le Koweït était officiellement libéré. Les troupes de la coalition entrèrent dans la capitale koweïtienne, accueillies par des citoyens descendus dans la rue en larmes, arborant des drapeaux
et criant de soulagement. Saddam Hussein, qui avait promis une guerre longue et sanglante, vit son armée s'effondrer en un temps record. Le fait le plus marquant fut la rapidité. L'offensive terrestre ne dura que 100 heures, soit un peu plus de 4 jours. Jamais auparavant, une guerre moderne d'une telle ampleur n'avait été décidée en si peu de temps. Mais même si la victoire semblait totale, la décision de ne pas marcher sur Bagdad et de ne pas laisser Saddam au pouvoir allait avoir des conséquences pour la région. Pour l'instant, la mission était accomplie. Le Koweït était libre et la guerre du Golfe était pratiquement terminée. Avant de continuer avec cette partie très importante, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, à lui donner un j'aime et, bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire et aiderez notre communauté à continuer de grandir chaque jour. 13. La libération du Koweït. Le 27 février 1991, le Koweït prit un tournant différent. Après près de 7 mois d'occupation, le petit émirat vit le pouvoir irakien s'effondrer et les troupes de la coalition entrer victorieusement dans sa capitale. L'opération terrestre fut si rapide et décisive qu'en seulement 100 heures, le drapeau de Saddam Hussein cessa de flotter sur le Koweït. Les images de ce jour-là étaient inoubliables. Dans les rues de Koweït City, hommes, femmes et enfants sortaient de chez eux, souvent les larmes aux yeux, pour accueillir les forces de libération. Certains brandissaient des drapeaux koweïtiens qu'ils avaient cachés pendant des mois, au péril de leur vie pour les préserver. D'autres allumaient des feux d'artifice improvisés ou criaient haut et fort « Le Koweït est libre !» L'émir du Koweït, qui s'était réfugié en Arabie Saoudite lors de l'invasion, rentra chez lui la tête haute, accueilli comme un symbole de résistance. Pour les Koweïtiens, ce n'était pas seulement la reconquête de leur territoire, c'était la victoire de leur dignité, la preuve que, même dans les pires moments, leur identité nationale avait survécu. Mais la libération a également révélé l'horreur laissée par Saddam Hussein. Les rues étaient jonchées de bâtiments détruits, de commerces pillés et de véhicules incendiés. Des milliers de familles cherchaient désespérément leurs proches disparus. Et telle une blessure encore plus visible, les puits de pétrole brûlaient toujours, projetant des panaches de fumée noire qui couvraient le ciel. C'était un rappel que la liberté était arrivée, mais que le prix à payer serait très élevé. Les soldats de la coalition furent accueillis en héros. Des soldats saoudiens et égyptiens marchèrent aux côtés des Américains et des Britanniques, démontrant que cette libération n'était pas l'œuvre d'une seule nation, mais d'une alliance mondiale. Pour les Koweïtiens, c'était une scène étrange et émouvante. Voir des hommes de tant de drapeaux différents s'unir pour leur rendre leur terre. À ce moment-là, le Koweït revit en tant que pays souverain. L'occupation était terminée et le monde célébrait la fin de la guerre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car tandis que le Koweït célébrait sa liberté, Saddam Hussein restait au pouvoir à Bagdad, observant en silence sa défaite se transformer en humiliation. La question que beaucoup se posaient était inévitable. Qu'adviendrait-il de l'Irak et de Saddam Hussein après cette guerre? La réponse ouvrirait un nouveau chapitre, riche en conséquences inattendues. 14. La fin de la guerre, mais pas des problèmes. Le 28 février 1991, un jour seulement après la libération du Koweït, le président George H.W. Bush annonçait officiellement le cessez-le-feu. La guerre du Golfe était terminée. La coalition internationale célébrait ce qui semblait être une victoire écrasante. En seulement 6 semaines d'offensive aérienne et 4 jours d'offensive terrestre, elle avait chassé l'Irak du Koweït et détruit une grande partie de ses capacités militaires. Cependant, même si les armes se sont tues et que les troupes ont commencé à battre en retraite, la guerre a laissé derrière elle une longue liste de problèmes qui ne disparaîtront pas facilement. Pour commencer, Saddam Hussein était toujours au pouvoir. La coalition avait décidé de ne pas avancer sur Bagdad, ni de le renverser, se limitant à remplir le mandat de l'ONU, libérer le Koweït.
C'était une décision stratégique, prise pour empêcher l'effondrement de l'Irak et la création d'un vide politique susceptible de déstabiliser davantage la région. Mais cette décision a permis à Saddam Hussein, malgré cette défaite humiliante, de conserver son régime. En Irak, la situation était explosive. Des groupes chiites au sud et des Kurdes au nord, encouragés par la faiblesse du gouvernement, se soulevèrent contre Saddam, espérant le soutien des États-Unis. Mais l'aide n'arriva jamais. Le régime réagit avec brutalité, réprimant violemment les rébellions et faisant des milliers de morts. Ces scènes montrèrent au monde que, même si la guerre était terminée, le peuple irakien continuerait de payer un lourd tribut sous la poigne de fer de son dictateur. Sur le plan économique, l'Irak était dévasté. Ses villes étaient endommagées, ses infrastructures militaires et énergétiques ruinées, et le pays était soumis à de lourdes sanctions internationales qui paralysaient l'économie. Le peuple irakien, déjà en proie à des pénuries après des années de guerre avec l'Iran, s'est retrouvé dans une crise encore plus profonde. Au Koweït, si la libération était un motif de célébration, la reconstruction représentait un défi monumental. L'occupation avait laissé des blessures visibles sur son peuple et son territoire. Le pays a dû investir des millions pour éteindre les puits en feu, reconstruire les bâtiments et redonner une vie normale à sa population. Pendant ce temps, sur la scène internationale, les États-Unis et leurs alliés consolidaient leur présence militaire dans le Golfe Persique. Bases, accords et troupes restaient présents dans la région, marquant le début d'une nouvelle ère, l'interventionnisme permanent au Moyen-Orient, un phénomène qui aurait des répercussions pendant des décennies. En bref, la guerre s'est terminée sur le papier, mais pas dans la réalité. Saddam a survécu, l'Irak était sous sanctions, la population souffrait de la faim et de la répression, et le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle ère de tension. La victoire militaire était évidente, mais la paix, en revanche, restait un mirage à l'horizon. 15. L'héritage de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe a officiellement pris fin en 1991, mais son ombre a continué de planer sur le Moyen-Orient et le monde pendant des décennies. Ce conflit fut bref, mais ses conséquences furent immenses. Un épisode qui a non seulement libéré le Koweït, mais a aussi transformé la politique internationale, la stratégie militaire et la perception de la guerre par les citoyens du monde entier. Pour les États-Unis et leurs alliés, cette victoire envoyait un message fort. L'après-guerre froide commençait avec eux comme superpuissance incontestée. La guerre mit en lumière la puissance technologique de l'Occident, avec ses missiles de précision, ses bombardiers furtifs et une couverture médiatique sans précédent. La télévision par satellite transforma le conflit en un spectacle vivant, des millions de personnes suivant le déroulement de la guerre presque en temps réel. Mais tout ne fut pas rose. Malgré sa défaite militaire, Saddam Hussein continua de diriger l'Irak d'une main de fer. Son maintien au pouvoir, malgré l'humiliation, devint une épine dans le pied des États-Unis qui envahirent à nouveau l'Irak en 2003. La décision de ne pas marcher sur Bagdad en 1991 laissa une blessure ouverte qui ne se referma jamais complètement. Le peuple irakien a peut-être été le plus durement touché par les conséquences de la guerre. Durant les années 1990, les sanctions internationales imposées à l'Irak ont entraîné des pénuries de nourriture, de médicaments et de biens de première nécessité. Des milliers de civils ont subi les conséquences d'une défaite qu'ils n'avaient pas choisie. Le Koweït, pour sa part, s'est rapidement reconstruit grâce à ses vastes ressources pétrolières, mais il n'a jamais oublié les mois d'occupation et de terreur. Le souvenir de l'invasion est devenu une cicatrice collective qui marque encore aujourd'hui l'identité nationale. Sur le plan environnemental, les images de puits de pétrole en feu sont restées gravées dans la mémoire collective comme un symbole du prix payé par la nature en temps de guerre. Cette catastrophe écologique était un avertissement. Le pétrole, source de richesse et de pouvoir, pouvait aussi devenir une arme de destruction. La guerre du Golfe a également laissé un héritage stratégique.
elle a consolidé la présence militaire permanente des États-Unis dans le Golfe Persique. Bases, troupes et accords de défense sont devenus partie intégrante de la nouvelle réalité, générant des tensions qui allaient plus tard alimenter d'autres conflits et ressentiments dans la région. En fin de compte, l'héritage de la guerre du Golfe fut double. D'une part, une démonstration de la puissance de la communauté internationale lorsqu'elle s'unit face à une menace. D'autre part, la confirmation que les guerres ne sont jamais clairement terminées, car les blessures humaines, politiques et sociales demeurent longtemps après le dernier coup de feu. Ainsi, l'histoire de la guerre du Golfe ne s'est pas terminée en 1991. Elle a été le prologue de nouvelles batailles, de nouvelles tensions et de nouvelles questions qui résonnent encore aujourd'hui. Car au Moyen-Orient, comme dans la vie elle-même, la fin d'une guerre n'est jamais vraiment la fin, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. L'histoire de la guerre du Golfe nous rappelle que les guerres ne restent jamais lettre morte. Elles laissent des cicatrices sur les populations, sur les territoires et dans la mémoire collective. Peut-être avez-vous vous aussi ressenti l'impuissance de voir les puissants décider tandis que les plus faibles souffrent. Telle est la blessure que cette guerre nous laisse. Un monde qui aurait pu être embrasé par l'ambition de quelques-uns. Mais c'est là aussi que réside la réponse. Connaître cette histoire nous rend conscients, nous permet d'apprendre de nos erreurs et de reconnaître que lorsque l'humanité s'unit pour une cause juste, elle est capable d'arrêter même le plus redouté des dictateurs. Car au final, la solution n'est pas d'oublier la guerre, mais de s'en souvenir, pour qu'elle ne se reproduise plus jamais. Et c'est là, mon ami, le véritable pouvoir de la mémoire. Transformer la douleur en leçon et l'histoire en espoir. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Donnez votre avis sur cette vidéo, sur l'histoire de la guerre du Golfe, dans les commentaires. Ce simple geste permettra à davantage de personnes de la découvrir. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.